Empire of Death, c'est terminé, il est temps de réagir à chaud. Sutekh offre le cadeau de la mort à l'univers, sous l'œil impuissant du docteur. Il arrive quand le Yeti dans ton histoire? On n'a pas fait long feu mon truc, hein. Je le remettrai pour la fin. Empire of Death est un épisode qui, quand on y réfléchit un tout petit peu, n'a aucun sens. Je pense que j'ai trouvé Legend of Ruby Sunday tellement claqué, que je m'attendais à ce que celui-ci soit encore plus claqué, et donc j'y suis allée en me disant bah tant pis, je vais juste m'amuser, et tant pis si ça n'a aucun sens, donc forcément je me suis amusée. Je pense qu'il a pour lui, par rapport au précédent, de prendre son temps. C'est la première fois de la saison que j'ai l'impression qu'un épisode fait la longueur qu'il est censé faire. Les fins de saison de Doctor Who, surtout période Russell T Davies, c'est toujours claqué au sol. Et donc je m'attendais à ce que ce soit quand même globalement décevant, surtout au niveau des arcs narratifs, que ce soit un peu résolu de façon simple. Donc je pense que ça a aidé à faire passer la pilule. Parce que je me suis vraiment concentrée sur le fait que j'ai passé un bon moment devant cet épisode. Alors forcément, je suis restée sur ma faim, sur certains trucs. Par exemple, je trouve que Suzanne Triad, c'est vraiment dommage que ce soit que ça. Et puis, évidemment, la fin était trop facile. Quelque chose d'aussi gros que ça, on est obligé de le résoudre de façon qui paraît trop simple. Donc bon, je vais pas faire comme si j'étais surprise que ça se termine exactement comme dans un épisode de Miraculous. Je m'y attendais vraiment. Puis j'avoue que j'ai trouvé un petit peu rigolo qui balade Toutou Sutekh par la laisse dans le vortex, ça m'a un peu fait rire. Pour le coup, t'enlèves le sifflet, qui est un truc un peu bizarre où il siffle pour activer le TARDIS. Sinon, je trouve la résolution plutôt pas mal, en vrai. Mais en fait, c'est toujours pareil, quand tu veux résoudre un épisode de Doctor Who avec une montée en puissance pareille, d'une façon plus alambiquée, mais pertinente, que juste claquer des doigts et revenir en arrière. Forcément qu'on se doute que le Docteur, il va pas laisser l'univers en ruine. On n'est pas dans Flux. Et parlons-en de Flux, parce que c'était exactement Flux. C'était rigolo, parce qu'en fait, RTD, il adore Flux, et tout l'épisode, qui parlait pas mal, qui avait enfin des scènes où ça parlait calmement, où ça prenait le temps un petit peu de développer les sentiments du docteur, ou ses appréciations de la situation. Enfin, ça prend plus son temps, c'est très humain. Il y a un rythme et même une esthétique qui était plus proche de l'ère précédente que des épisodes qu'on a vus cette saison. Et donc le fait que ça ressemble autant à Flux, la manière dont les planètes sont détruites, ça m'a fait un petit peu rire. Mais par contre, je trouve que c'est dommage de pas avoir utilisé vraiment le truc du Flux pour justifier les pouvoirs de Sutekh. Parce qu'en fait, ça nous dit que Sutekh, il a gagné en pouvoir au fil du temps. D'ailleurs, merci d'avoir justifié que c'était pas un retcon, que c'était juste le même Osirien qui avait pris des pouvoirs avec le temps. Mais j'aurais aimé qu'en fait, utiliser par exemple le fait que le TARDIS ait absorbé le flux comme raison pour laquelle d'un coup Sutekh est suffisamment puissant pour pouvoir faire ce genre de truc en fait. Et ça aurait aussi justifié de pourquoi les Susan Twist ne sont apparus dans l'univers qu'à partir de là. Donc ça aurait pu être assez logique que ce soit le moment où il a atteint sa pleine puissance. Enfin bref, après ça c'est... J'imagine bien Sutekh pendant Flux sur le TARDIS en train de regarder en disant oh non, c'est ce que je voulais faire moi. Oh non, il en... Oh non, ouais. Je suis trop dingue. Et en plus, ce truc du flux qui aurait vraiment donné tout son pouvoir, ça justifie aussi pourquoi le bruit, on l'a pas avant Wild Blue Yonder, enfin... Voilà. Bref, sinon, en effet, du coup, je suis très contente qu'on ait enfin un rythme plus équilibré. Ça prend enfin son temps, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, on a une scène qui est très douce, qui est lente, qui permet de développer le docteur et aussi son empathie. C'est la scène où il croise une meuf toute seule sur une planète complètement isolée à qui il demande une cuillère. Elle est très jolie cette scène. Pourquoi la meuf elle est pas morte? Enfin tout le monde est mort. Enfin pourquoi est-ce que elle a survécu plus longtemps? Est-ce que Sutekh voulait que le docteur trouve cette meuf pour qu'il lui donne un bout de métal? Ça n'a pas de sens. Pareil, il y a le concept de tout le monde meurt simultanément à travers l'espace-temps et pas uniquement à travers l'espace dès que le docteur s'est posé quelque part. Pareil, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas clair dans la façon dont c'est expliqué. Puis le truc de la mort annule la mort et que du coup ça redevient la vie. Alors c'est très poétique. Moi, c'est ce que j'appelle le théorème de Moffat. Oui. Mort moins mort égale vie. Bon, sinon, évidemment, on n'a pas la réponse à tous les fils rouges, on s'en doutait un petit peu, parce qu'il y en avait trop. Par exemple, on ne sait pas ce qu'il advient du sel au bord de l'univers. Est-ce que ça veut dire qu'on aura toujours des créatures magiques, fantastiques,
dans la prochaine saison, ça c'est possible. On n'a pas non plus de réponse pour Madame Flood, même si du coup on a plus de mystère même autour d'elle. J'espère que vous avez reconnu mon costume de Madame Flood au début de l'épisode et que j'ai pas juste mis cette espèce de moumoute pour rien en crevant de chaud. Mais parce qu'on la voit à la fin avec ce costume qui rappelle énormément le costume de Romana. Dans l'épisode précédent, elle portait un pull rose qui, une fois que les nuages arrivent, se transforme en pull un peu bleu, qui ressemble beaucoup à celui de Clara. Donc est-ce qu'elle serait un personnage d'une espèce de narratrice qui transcenderait un petit peu la série, et que c'est pour ça qu'elle s'adresse à nous, qu'elle casse le 4e mur, et qu'elle référence les anciennes compagnes, je sais pas. Mais bon, ça sera sûrement le mystère de la prochaine saison. Je parlais des références aux compagnes. De manière générale, c'est un épisode qui est blindé de références aux classiques et à la New. Je trouve personnellement que c'est pas trop gênant qu'elle soit là, parce que elle perturbe pas la compréhension de l'épisode, je trouve. C'est vraiment du bonus. Alors c'est du fanservice à 200 à l'heure, hein. Quand on va nous citer Vortis, Woodsphere et compagnie. D'ailleurs le docteur, il se sent bien obligé de faire la liste 3 fois. Bon, j'étais contente, c'est mignon, il est content de voir les planètes, moi je suis contente de voir les planètes pour lui, écoutez. C'est vrai que c'est surprenant d'en avoir autant pour une fin de saison 1, mais bon. Par contre, le fanservice qui marche vraiment très bien, c'est le TARDIS Mémoire, qui en fait est le TARDIS de Tale of the TARDIS, qui est une espèce de spin-off où on retrouve à l'intérieur de ce TARDIS des anciens docteurs et des anciens compagnons qui parlent d'anciennes aventures qu'ils ont passées ensemble. D'ailleurs, cette semaine, on en a eu un sur Pyramids of Mars avec le 15e docteur et Ruby qui parle de Pyramids of Mars et on voit l'épisode avec eux. Je trouve cool qu'il soit inclus dans la série, surtout qu'il est bien introduit. En fait, ça paraissait assez évident dans Legend of Ruby Sunday que s'il revenait à la fenêtre temporelle, c'était pour venir chercher le TARDIS qui était quasi matérialisé, comme disait le docteur. Et je trouve très chouette que ce soit, du coup, pas véritablement le TARDIS normal, mais un TARDIS fabriqué, un TARDIS fait à partir de mémoire. Attendez, ça veut dire qu'il y a un TARDIS qui se balade... C'est quand en 2046, un truc comme ça? Il y a un TARDIS qui se balade dans un bâtiment géré par un gouvernement fasciste. Hein. C'est un gros problème, ça, d'ailleurs, hein, cette résolution. Oui, gros souci. J'aurais enfin une partie à la fin sur la mer de Ruby, mais ça fait partie des problèmes que j'ai par rapport à la résolution de la mer de Ruby, le lien avec 73 Yards. Mais bref. Autre chose à laquelle on s'attendait, le fait que tout le monde meurt, enfin, surtout Unit. C'était tellement sûr qu'en étant dans la pièce où il y avait Sutek, ils allaient tous mourir, tous être transformés en poussière. Mais ça fait quand même quelque chose. J'avoue que j'ai particulièrement été bouleversée en voyant Mrs. Flood et Cherry être transformés en poussière. Ça m'a fait quelque chose en plus. Unit, bon, je m'attendais à ce que de toute façon ils soient transformés en poussière, et de toute façon on s'attendait à ce qu'ils reviennent tous à la fin, donc... Au moins, on a eu moins de personnages, c'était plus lisible, parce que le gros problème de Legend of Ruby Sunday, c'est qu'on se perdait dans tous ces personnages. Là, au moins, on avait un fil directeur qu'on a suivi de bout en bout, et c'était beaucoup plus lisible. Bon, par contre, ça a juste renforcé le fait que Rose et Maurice sont absolument inutiles. Enfin, Maurice, au moins, il était utile dans l'épisode d'avant. Rose... à part piloter des lasers au tout début de l'épisode, elle ne sert vraiment à rien. Et il y a un autre truc avec Unit qui m'a fait bugger, c'est pourquoi est-ce que Kate donne la main à Ibrahim? Enfin, il n'y a jamais aucun moment où on a un rapprochement entre Kate et le colonel Ibrahim. Bah, on l'a pas vu. Soudain... On l'a pas vu, c'est tout, mais ils sont proches dans l'intimité. C'est bizarre Bon, quand même. Je sais pas, bien. la façon dont ils se regardent après, t'as l'impression qu'en fait ils se sont juste donné la main pour se rassurer un peu et qu'après ils se regardent en disant waouh, le coup de foudre. Oh, c'est mignon. Moi, Ouais, allez, c'est mignon, mais quand même ça sort de nulle part. Quand ils sont revenus, je me suis dit, ah tiens, ils pourraient être ensemble les deux. C'est je sais vrai pas pourquoi. Oui, mais avant ce fait qu'ils se donnent la main, je sais pas pourquoi, faudrait que je revoie la scène. C'est ton cœur d'artichaut. Et je me suis dit, ouais, mais il doit quand même y avoir une certaine différence d'âge qui fait que c'est un peu bizarre, tu vois. Faudrait revoir la scène parce que peut-être qu'il y a déjà, regarde. Je ne peux plus. C'est quand même bien que pour le final, tu te retrouves habillé avec ton pull, je sais pas d'où il vient celui-là, que t'aies plus de voix. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment... Bref, revenons à l'épisode. Pour continuer sur les personnages, on peut parler du docteur. Un docteur qui est très touchant. Et comme je disais, je suis contente qu'on ait des scènes où on ait le temps de développer véritablement le caractère du docteur de façon calme et posée. On a un docteur qui est touchant, qui est empathique, qui est malin, et qui remet Sutek à sa place. J'adore le discours du docteur, alors qu'il trimballe Sutek
par Salès. Alors, il est un peu débile, le discours, hein. Encore une fois, ce truc de « Oui, moi je suis le dieu de la vie, alors j'ai donné la mort au dieu de la mort, wouhou !» Mais la façon dont Shootigatois délivre son discours est grandiose. Mais vraiment, je ne me remets pas de cette scène de Sutekh qui se balade au bout de Salès. Et d'ailleurs, j'aime plutôt bien la corde qu'on réutilise, en fait, un truc introduit dans Church on Ruby Road qu'on pensait ne jamais revoir. Bon, c'est assez intéressant de reprendre comme ça un élément qui a été posé là en début de saison. Mais moi, graphiquement, en plus, j'ai bien aimé cette scène. Bah, je trouve que Sutekh, il est toujours dégueu. Hein. Ouais, mais comme ça, de loin, et en train de se faire dégommer dans tous les sens et tout, je trouve que ça rend plutôt avec bien. le mouvement, ça rend un peu mieux, ouais. Alors que quand il est sur le Tardis, bon, après, on s'habitue en une semaine, mais la semaine dernière, c'est vrai que quand je l'ai vu, moi, je le prenais pas du tout au sérieux. Là, bon, un peu plus, parce que peu plus, maintenant ouais. que je savais... toujours moche, mais ouais. Excusez-nous, hein, parce que on sait que tout le monde ne l'a pas trouvé moche et... Je reste sur mes positions. Il est pas beau. Il est pas beau. Si vous l'aimez, tant mieux pour vous, mais je le trouve pas très bien fait. Et du coup, ça veut vraiment dire que Sutekh, il s'est accroché direct au Tardis, parce que techniquement, il était juste censé aller flotter dans son couloir pendant perpète, quoi. Et puis même, c'est un truc qui traverse dans l'épisode Pyramid of Mars et ils se font pas désintégrés. Donc c'est assez étrange, je trouve. À ce niveau-là, il y a des trucs pas nets. Bon, sinon Sutekh, c'est un méchant que je trouve plutôt cool. Forcément, je l'aimais déjà bien avant. Son ajout de force a été justifié, donc ça, c'est tant mieux. Je trouve que ça ajoute vraiment au personnage des classiques, sans pour autant le dénaturer. Donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, sur mes craintes que j'avais plutôt la semaine dernière. Je trouve que ce qui en est fait est plutôt intelligent. Par contre, pourquoi est-ce qu'il avait déjà cette forme dès qu'il s'est accroché au Tardis, alors que c'était pas du tout sa forme à l'origine? Ça, je trouve ça un peu bizarre, parce que ça aurait été plus intéressant qu'il mute. Par exemple, dans Tale of the Tardis, le 15e Docteur dit clairement que Sutekh a muté pour devenir cette espèce de titan, et c'est pas ce qui nous est montré dans la série. Je trouve ça un peu dommage de sortir 2 programmes dans la semaine qui disent pas la même chose. Mais ça aurait été quand même plus simple qu'il s'accroche au moment de Wild Blue Yonder. Oui. Au moins, tu vois, ça aurait moins d'implications, parce qu'il aurait pas suivi le Docteur tout le temps, et ça aurait été qu'à la fin. Mais en même temps, ça aurait un peu plus expliqué tout ce qui se passe, en fait. Sauf si on utilise l'explication du flux qui lui donne son pouvoir en plus. Mais visiblement, c'est pas ce qui a été choisi. Non mais tu réfléchis, il était dans son couloir temporel. Il est arrivé au bout du couloir, c'est-à-dire au bout de l'univers presque. Enfin, au bout de l'univers à la limite. Le Tardis arrive au bout de l'univers à ce moment-là. Bah, t'as Sutekh qui arrive et il s'accroche à ce moment-là, qui dit putain, le Tardis, paf, je m'accroche. Et du coup, sa transformation se serait fait sur le temps dans le couloir et il se serait accroché. Et puis bah voilà, c'est à partir de là qu'il va utiliser le Tardis. C'est tellement plus logique, ça m'énerve. En fait, il y a tellement d'explications qui sont plus logiques. C'est le problème du final à chaque fois, c'est que tu te dis, ah bah oui, moi j'imagine bien ça, t'as toutes tes solutions possibles, et ce qu'on te donne, ça peut jamais être satisfaisant, quoi. Soit on te donne quelque chose auquel t'as pensé, tu vas faire, ah bah ouais, oui, j'y avais pensé, c'est trop bien. Soit on te dit quelque chose auquel t'avais pas pensé, et c'est toujours moins bien, parce que tu dis, ah ouais, bon, il y a quand même beaucoup de problèmes. Allez, juste, on va finir quand même sur Sutekh. Je trouve génial qu'en fait, Sutekh, ce soit juste un gros fanboy qui, comme nous, attend juste la révélation de fin de saison. Il veut pas tuer le Docteur, ni Ruby, parce qu'il veut connaître la révélation de fin de saison. J'espère qu'il a été moins déçu que nous, quoi. On va parler de la mère de Ruby. Là, on n'est pas trop d'accord, Julien et moi, parce que... Alors, moi, il y a des trucs qui me dérangent, mais je trouve plutôt sympa que la mère de Ruby soit une parfaite inconnue, quelqu'un de complètement lambda, même si je trouve que du coup ça ressemble un peu trop à la résolution avec la mère de Bill en saison 10, où c'est le fait que ce soit une personne très simple qui rend Bill si spécial en fait. Mais sinon, bon, en soi, je trouve que ça, l'histoire est plutôt touchante, qu'elle a dû abandonner sa fille et tout ça, et le truc, la justification du Docteur qui dit, bah oui, mais nous, on s'est imaginé que ça allait être quelque chose d'énorme, donc on l'a rendue exceptionnelle uniquement parce qu'on pensait qu'elle était exceptionnelle. Personnellement, j'aime plutôt bien cette idée. Justement, ça rejoint un peu le truc des fans qui s'imaginent toujours des trucs énormes, alors que bah non, bah pas forcément, ça peut juste être des gens tout simples qui font des trucs tout simples. Si je peux juste rebondir là-dessus, vu que tu dis qu'on n'est pas d'accord, moi aussi j'aime beaucoup cette façon de faire que c'est quelque chose de simple, tout ça, il y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années, bah tu disais Bill, et je pense que depuis Bill, depuis du coup les saisons précédentes, depuis Clara, on n'a jamais eu quelque chose d'exceptionnel à ce niveau-là en révélation. Tu vois, que la compagne avec quelque chose d'exceptionnel. Et le retour de RTD, moi je me dis, ah bah c'est RTD qui revient, RTD égale
waouh, avec la tête qui explose, quoi, tu vois. Et du coup, le fait que ça soit encore une fois ce genre de choses simples, je me dis, ah, c'est dommage quand même, j'aurais préféré, pour une fois, avoir quelque chose de plus... Ouais, mais je pense justement que pour du RTD, se dire qu'une campagne qu'on nous a vendue comme quelqu'un d'énorme finalement et quelqu'un de très simple, c'est justement le pfff, tu vois. Après, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est fini le mystère Ruby? Parce qu'on sait toujours pas pourquoi ça neige quand elle est là. Tu penses qu'on n'aura pas la réponse? Ah non, moi je pense que c'est juste, comme tu disais, c'est devenu exceptionnel parce que ils ont dit que c'était exceptionnel. Ouais. Donc du coup, elle peut faire neiger, elle peut faire des C'est pour trucs ça que comme du coup, ce serait une légende. Ouais, La ouais. légende de Ruby Sunday, c'est parce que c'est pas clair non plus, encore une fois, si c'est ça l'explication. Mais donc, les choses qui me gênent. C'est une infirmière, elle a jamais fait de prise de sang. Enfin, dans Church and Ruby Road, on nous dit clairement que si sa mère elle a fait une prise de sang, il y a moyen de la retrouver avec l'émission de Davina McCall, on la retrouve pas. Ça me paraît comme super bizarre, une infirmière qui a jamais fait d'analyse sanguine. Et ce qui me dérange le plus, pour le coup pour moi c'est un gros problème de l'épisode, c'est qu'on retrouve la mère de Ruby grâce à une mesure raciste qui a été prise par un gouvernement fasciste dans le but de classer la population. Et le fait qu'on utilise cet outil, donc le fait, aller contre le consentement de la mère de Ruby, du coup, à donner ces informations génétiques, ça me dérange. Surtout qu'on a le docteur enfin, qui dit ouais, il faut lui laisser le choix, si elle a pas envie de te rencontrer. Ça se comprend que Ruby ait envie d'avoir et ses besoins de vérité. Mais que ça se fasse via le gouvernement de Roger Williams, ça me pose un vrai problème éthique, personnellement. Ah bah il y a un autre lien avec 73 yards, c'est que pourquoi on voit pas son visage? Moi je suis d'accord que à ce moment-là elle est peut-être à 73 yards et que de la caméra, donc on voit pas son visage et tout, c'est plutôt malin, sauf qu'elle est allée jusqu'à l'église avant. Donc il y a un moment où obligatoirement on la voit dans le... Tu vois, elle est à moins de 73 yards de la caméra. Ouais. Donc il y a quand même un truc un peu bizarre de pourquoi elle reste cachée comme ça, pourquoi il y a tout ce mystère, comment c'est... Pourquoi est-ce qu'elle porte... Enfin, c'est pour rester anonyme et tout ça qu'elle a porté sa capuche, mais c'est vrai que ça paraît assez chelou de débarquer avec une grande cape et tout ça. Tu mets un sweat à capuche ou un ciré ou je sais pas quoi. Dans quelle année? 2004 En 2004. Bon bah tu mettais tes vêtements tectoniques quoi pour y aller quoi. Il y a aussi tout le truc des souvenirs qui changent. Pourquoi est-ce que le souvenir change où elle monte le lampadaire? Enfin, c'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'elle avait pas fait ça de base? Puis même, rien que ça, c'est bidon de montrer le lampadaire pour dire... Et là, on a d'un coup le petit panneau qui s'affiche Ruby Road. Mais c'est nul. Surtout qu'en plus, il y a une justification dans l'épisode qui est vachement mieux du lien entre le mot Ruby et sa mère. C'est quand elle est dans le café. Très belle scène. D'ailleurs, la scène du café, pour le coup, je l'ai trouvée très touchante. Elle m'a fait verser une petite larme. Et Ruby dit juste à sa mère biologique... j'ai été trouvée sur Ruby Road quand sa mère a tiqué au mot Ruby, en fait. Et ça suffit. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'il y a l'autre explication? C'était juste parce qu'ils ont rajouté le truc du doigt pour faire du mystère supplémentaire. Mais du coup, c'est bidon. Ouais, en fait, c'est vrai que tout ce qui a été rajouté autour de cette légende, c'est bidon, en fait. Ouais, c'est ça, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, s'il n'y avait pas ce truc-là, ça marchait vachement bien. Par contre, je l'avais dit que le poteau serait important. Oui. Qu'elle pointait le poteau. Enfin, je sais plus où je l'ai dit, mais tu me l'as dit à moi. Je te l'ai dit à toi, bon. Et je t'ai même dit que dans la bande-annonce, il y avait ce truc de poteau. Oui. Où on voyait... On voyait Lindy se prendre un poteau, mais qu'en fait, ça faisait référence au poteau de Ruby. Voilà, c'était ce poteau-là qui était important, là. On n'a pas parlé de Mel, et on n'a pas parlé de Ruby. En fait, à un moment, on est parti, et j'ai oublié de parler des compagnes, parce que je trouve ça vraiment cool, comme je disais, d'avoir une compagne classique et la nouvelle compagne qui se retrouvent ensemble dans le Tardis Mémoire. Je trouve ça super touchant. Mel, je la trouve extraordinaire dans cet épisode. Elle avait un petit côté, finalement, Turlou, pour ceux qui ont la référence. Moi j'adore le fait que Turlou, qui est un compagnon des classiques, soit un compagnon un peu gris, qui est là, normalement pour trahir le docteur, mais qui aime le docteur quand même, parce qu'on voit Mel qui essaye de lutter, et du coup j'ai trouvé ça cool d'avoir à nouveau un compagnon comme ça, et aussi bien sûr que le docteur pige qu'il y a un problème, parce que ça paraissait quand même un peu évident qu'il y avait un souci, donc je suis quand même contente que ce soit pas juste que le docteur n'ait pas fait gaffe, il connaît quand même sa compagne, quoi. Et son maquillage, forcément, était super cool. J'adore ce maquillage un peu tête de mort qu'on a retrouvé sur 3 personnages dans ce double final. Et sinon, pour ce qui est de Ruby, alors elle est vraiment là pour une fonction compagne. C'est véritablement quand même sur le docteur qui est mis le centre de cet épisode. Je suis heureuse qu'elle ait une fin joyeuse. Je suis aussi contente qu'elle soit pas là pour l'épisode de Noël, parce que comme ça va nous faire une petite respiration avant qu'elle revienne pour la saison 2. Mais j'avoue que du coup, il y a quand même un goût de trop peu. Le fait qu'on n'ait pas eu beaucoup d'épisodes avec eux, qu'on ait eu que
que c'est 9 histoires, et qu'en plus, il n'y a pas eu beaucoup de scènes pour développer leur relation, j'ai vraiment l'impression qu'il manque un petit quelque chose, et que leur alchimie marche surtout parce que l'alchimie marche entre les acteurs. Bref, c'est un épisode un peu en dents de scie, qui est un peu débile, mais devant lequel je me suis beaucoup amusée. Donc on va voir comment il vieillit. Je pense qu'il va pas forcément bien vieillir dans mon esprit, mais je suis plutôt contente de terminer le final par une note qui m'a divertie. Oh, bonjour à tous. Je suis Mrs. Flood, vous me reconnaissez bien sûr. Bon, je remplace Pauline parce qu'elle a plus de voix. Donc du coup, dans la section description, vous pouvez retrouver, dans un premier temps, le... Japanto Festival. Ah d'accord, mais c'était pas ça que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Du 28 au 30 à Tours, le Japanto Festival, on y est. N'hésitez pas à venir, ça fera très plaisir. Au moins on pourra parler de cette saison, on pourra parler de tous les bons points et tous les mauvais, bien sûr. Et dans la description, vous retrouverez un lien qu'on va mettre un peu partout pour donner votre avis sur sur toute la saison en fait. Notre but avec ça, c'est comme chaque année, on va faire un bilan global de la saison et on va pouvoir prendre en compte vos avis aussi. C'est vraiment très, très embêtant ce truc. Hein. J'ai l'impression de plus être un oiseau, tu vois, que... Je suis Pip the Bip. Par exemple, Pauline, allez, vas-y, on s'avance un peu sur le bilan. Toi, tu me donnes un point positif et un point négatif sur la saison. Point négatif, peu de cohérence à l'échelle de la saison. Oui, d'accord. Point positif, la variété de la saison. Donc du coup, mon point positif et mon point négatif sont plus ou moins liés. Mais voilà, je trouve que la saison manque de liant, mais elle nous a proposé des trucs super originaux. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, ça va assez vite, parce que vous pouvez juste mettre des notes, ça nous permettra de faire des moyennes, n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire. Et vous pouvez développer si vous avez des choses à dire sur pas chaque trop, point. Pas trop, s'il vous plaît. Pas trop, mais un peu. Ça fait bizarre, on va plus avoir à se lever à 5h du mat tous les samedis pour se mettre de si beaux déguisements et venir dire c'était pas terrible hein, quand même cet épisode. Mais on dira tout ça au bilan. Mais oui. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette saison, je trouve que c'est un coup de frais un peu. Du coup, on se retrouve pour le bilan dans, allez disons 2 semaines, 2-3 semaines. Après le Japan Tour Festival. On verra quand. Zoubi les Arbis et à bientôt. Zoubi les Arbis.